Bonjour et bienvenue dans Histoire inspirante. Vous savez, cette émission, elle est faite pour vous partager des tranches de vie de nos invités. Il n'est pas dans l'ordre des choses que de perdre un enfant. Aujourd'hui, Emmanuel va nous parler de ce moment qui a bouleversé bien sûr son couple, mais aussi sa vie, ce moment où un de leurs enfants a disparu tragiquement. Aujourd'hui, Emmanuel nous partage son histoire inspirante. Bonjour Emmanuel. Bonjour, Bienvenue dans cette émission d'Histoire inspirante et je suis très heureux de t'avoir avec nous. merci de ton invitation et c'est un plaisir pour moi aussi d'être là pour témoigner, pour évoquer un certain parcours. Un certain parcours, on va y revenir dessus. Je t'ai connu il y a très longtemps, au début de mon ministère, puisque tu étais déjà pasteur depuis fort longtemps. Alors, je crois que tu détiens un record, il faut le dire. Tu n'as pas été pasteur 20 ans, ni 30 ans, ni même 40 ans, mais 42 ans. voilà, je te laisse l'annoncer parce que c'est quand même remarquable. Oui, Je oui. ne crois pas qu'on ait des pasteurs qui aient duré aussi longtemps, on va dire ça comme ça. Et en plus 42 ans dans la même fédération, parce que parfois il y a des pasteurs qui sont pasteurs longtemps, mais qui voyagent de droite de gauche. Voilà. J'ai commencé en tant que pasteur à Marseille en 1981 et donc je suis parti à la retraite en 2023. Je te rassure, j'étais né. Ah, Bon, pas depuis t'étais longtemps, né. mais j'étais né. En 81. Oui. Tu es originaire du Portugal. Oui. On va faire cette interview en français parce que mon portugais il est un peu rouillé ces derniers temps. Comment tu te retrouves en France déjà? Eh bien oui, au Portugal, j'ai vécu au Portugal jusqu'à l'âge de 10 ans. Et après, je suis parti à Amsterdam, aux Pays-Bas, parce que Ah. mes parents ont déménagé là-bas. Et j'ai vécu à Amsterdam pendant 2 ans. Et je suis allé à Collonges, j'allais sur mes 13 ans. Hein. Donc j'étais jeune. Ouais. Mais Mais pas pour de la théologie à 13 ans. non, pas pour de la théologie. Oui, déjà à 13 ans, comme un jeune adolescent, j'avais Ouais. envie de partir. Et, et donc, voilà, je me suis retrouvé à Beausite. Et puis après, aux Horizons, en internat et tout ça. Je suis resté 11 ans quand même à Collonges parce que j'ai fait, la première année, je n'ai fait que du français puisque je ne parlais pas français. Et puis après, bon, on m'a demandé quel âge tu as. Oui, j'ai 14 ans. Va en quatrième. Parce que j'avais fait 4 ans d'école primaire au Portugal Ouais. et j'avais été à Amsterdam, j'avais été pendant 2 ans à l'école là-bas. Mhm. J'avais appris un petit peu le néerlandais parce qu'à cet âge-là, quand on est jeune, bon, on apprend facilement une langue. Voilà. Puis après, j'ai fait quatrième jusqu'au bac et arrivé en seconde, plutôt première, terminale, je me dis qu'est-ce que je vais faire après? Et là, comment vient justement ce questionnement, en tout cas, comment vient cette idée de rester à Collonges et de faire de la théologie? Alors, il faut dire que d- moi, j'ai été baptisé assez jeune. Avec mon frère. Moi, j'avais 10 ans, justement. Quand on est parti du Portugal, j'avais 10 ans. Mon frère en avait 13. Et quand on était donc à Lisbonne, et l'église, c'était notre principale activité. Voilà. Il n'y avait pas la télévision à la maison à ce moment-là. Donc, on allait à l'église, je me souviens très bien. On allait faire les campagnes d'émissions, distribuer les revues, les activités. Bref. T'es tombé dedans depuis tout petit. Oui, je suis tombé dedans. Mes parents sont adventistes, étaient, puisqu'ils sont décédés tous les deux, adventistes déjà quand je suis né. Et, et donc, quand j'étais tout jeune, je devais avoir, voilà, 8, 9, 10 ans comme ça, je m'amusais chez moi à prêcher, aux chaises vides. Je ne sais pas ce que je disais, n'importe quoi. Et ma cousine faisait Ellen White. Donc, et bon. Donc, effectivement, je me suis retrouvé à Collonges parce que, quand même, Collonges était connu au Portugal, même à cette époque-là. On évoquait Collonges parce que tous les pasteurs allaient forcément à Collonges étudier. Donc, je me suis retrouvé à Collonges et puis, comme je te le disais tout à l'heure, après le collège et le lycée, première terminale, franchement, je me suis tâté, comme on dit. Est-ce que je vais faire médecine
j'avais pensé peut-être faire médecine et partir au Mexique. Mhm. Faire médecine parce qu'à ce moment-là, il y avait l'université adventiste de Montemorelos Mhm. qui ouvrait ou venait d'ouvrir et qui proposait la médecine en espagnol. Comme j'avais fait espagnol première langue, portugais, espagnol, c'est très proche, puis tu tiens, pourquoi pas partir là-bas. Après, j'avais une autre option, c'est parce que j'ai toujours été très attiré, très intéressé par ce qui est par l'audiovisuel, la photo, etc. Quand j'étais à Collonges, j'étais longtemps le photographe officiel de Collonges. Bref, et donc je me tâtais si j'allais pas faire une école d'audiovisuel à Genève, art film ou un truc comme ça. Hein. Et puis bien sûr théologie. Enfin, je l'ai mis en dernier, mais j'aurais pu le mettre en premier. Et bien sûr théologie. Alors pourquoi la théologie ? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, je suis tombé dedans, dans l'église, et puis quand même, toutes ces années que j'ai passées à Collonges, tous les ans, on avait des invités extraordinaires, pendant les semaines de prière, de prière, ou les missionnaires qui passaient, ou des semaines spéciales avec les nofs, je ne sais pas si tu avais entendu parler, bon, c'est vieux, etc. Et ça touche toujours, c'est marquant d'entendre ces missionnaires, ces semaines spéciales, ça, voilà. Donc, et puis finalement, j'ai décidé de faire théologie. À l'époque, il y avait un petit goût de je fais théologie, après je pars en mission, ou tu t'es dit non, c'est plutôt le pastorat en France? Je fais théologie, après on verra. D'accord, une chose après l'autre, Ouais. une année après l'autre. Oui, absolument. Tu fais D'ailleurs, quand j'ai fini la théologie, heureusement, j'ai dit heureusement, oui, heureusement. Bien sûr, heureusement, quelle question, que je me suis marié avec une Française. Parce que pendant que je faisais théologie, je me suis marié avec Catherine, mon épouse, qui est issue de France Sud. Enfin, et je pense à cause de cela, effectivement, je me suis retrouvé après en tant que pasteur en France Sud. Mais ça n'a pas été évident. Parce que j'ai postulé en France Sud. Et puis Jacques Echen, qui était à l'époque responsable de la jeunesse, connaissait ma femme et moi aussi. Ok, pas de problème, etc. Et puis finalement, non, on ne peut pas t'embaucher parce que je ne sais plus pour ceci ou pour cela. Qu'est-ce que je fais ? J'ai postulé en France Nord, comme ça. Finalement, je n'entre pas dans les détails, non, pas de place. Je vais postuler en Suisse. En Suisse romande, d'autant plus que Georges Stéveny, qui avait été mon professeur pendant 11 ans, et directeur de Collonges, je me connaissais très 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 bien, et il venait juste d'être nommé président de la Fédération Suisse romande. Ah oui, Toto qui me disait, pour ceux qui m'ont connu. Pour ceux qui m'ont connu, c'est sûr, non. Et voilà, et donc il m'a dit, oui, pourquoi pas. Et puis quelques temps après, non, c'est pas possible, on a un territoire très 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 petit, il y a un ou deux missionnaires suisses qui rentrent, il n'y a pas de place, il n'y a plus de place. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai redemandé en France Sud encore. Puis finalement, j'ai été engagé en France Sud. Alors on le voit, tu l'illustres, c'est un parcours de passer à Collonges, de trouver une fédération aussi en fonction des disponibilités, des budgets aussi, bien évidemment. Finalement, tu es en France Sud, tu y feras toute ta carrière. Allez, on peut se faire les églises. Marseille, tu disais, là où tu as commencé. Voilà. Alors, la particularité de Marseille, c'est que j'ai quand même fait beaucoup de radios. Parce que c'était juste le début 1980 des radios libres en France. Et donc, j'arrivais, et moi, l'audiovisuel et tout ça, donc voilà, on a lancé une radio tout de suite, Radio Espérance, à Marseille. Et donc, je suis resté 4 ans là. Mais bon, beaucoup de radios, 3/4 du temps à la radio. Et c'est pourquoi d'ailleurs je suis resté 4 ans. Et ce n'est qu'au bout des 4 ans que j'ai dit, au fait, mon stage en tant que pasteur a validé ou pas ? Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas qu'on l'oublie quand même, celui. Parce que je faisais beaucoup de radio quand même au début. Puis après Marseille, j'étais à Périgueux, où j'ai été pasteur pendant 6 ans. Après, j'étais à Perpignan pendant 7 ans. Et déjà, en étant à Perpignan, je suis devenu le responsable du département communication. Et donc, je faisais un petit peu département communication à mi-temps, enfin à temps partiel plutôt. Et puis après, je me suis retrouvé à Montpellier, donc ici. Donc là, on est en 1998 jusqu'à 2002. Donc, 4 ans finalement à Montpellier, puisque pendant cette période, j'étais responsable du département communication à plein temps et pasteur aussi à Montpellier, 7, Béziers, avec Maxime Bouvet à l'époque,
Voilà. Et après, je suis parti à Limoges. On m'a limogé à Limoges, on m'a dit. Limoges, où je suis resté 8 ans. Mhm. Oui, c'est ça, 2002-2010. Et après, on Et en t'a rappelé. 2010, on s'est dit, bah, attends, reviens vers le sud, vers le soleil. Et donc, effectivement, en 2010, j'ai été nommé secrétaire donc, exécutif de la fédération. Et pour être plus près de la fédération, donc, j'ai déménagé à Nîmes, Mhm. où j'étais pasteur à Nîmes et secrétaire de fédération pendant 2 mandats, donc Mhm. 2010-2014, 2014-2018. Mais entre-temps, en 2014, justement, ou 2015, je crois, on m'a muté à Toulouse, Mhm. tout en étant secrétaire de fédération. Mhm. Euh, Peut-être pensant déjà un petit peu à la retraite, Mhm. parce que Où tu es actuellement à la retraite à Toulouse, dans la région voilà, toulousaine. et mon épouse Est Catherine originaire de la région aussi. avait et Ouais, a toujours toute sa ouais. famille à Toulouse, alors je dis tiens peut-être. Et voilà, donc j'ai terminé mon ministère pastoral en 2023 à Alors, est-ce que Toulouse. je peux te demander, pour toi, un de tes plus beaux souvenirs du ministère pastoral avec toutes ces années? On ne peut pas tout retracer dans cette émission, Il y mais en tout aurait, cas, avoir déjà un épisode qui, pour toi, t'a particulièrement marqué dans ton ministère. j'ai envie quand même de mentionner 2 choses, mais sans entrer dans les détails. D'abord, la campagne d'évangélisation qu'il y a eu à Marseille avec Brad, Brad Thorpe, Brad Thorpe, voilà. c'est ça. Tout d'un coup. Brad Thorpe, effectivement, parce qu'il y a eu, je ne sais plus, 15, 18 pasteurs Mm, qui s'étaient mobilisés et qui avaient déménagé à Marseille pendant 3 mois. mm, mm, Alors à ce moment-là, j'étais pasteur à Périgueux, mais bon, de septembre à décembre, j'étais à Marseille. mm, Et ça, c'était marquant quand même, mm, parce mm. que c'était une expérience assez particulière, Qu'est-ce qui a ce été qui le plus s'est vécu marquant? là. Est-ce que c'est quoi? C'est le L'ensemble. prédicateur étranger, c'est le fait Non. d'être en équipe, de travailler sur un projet commun? Oui, le fait un projet Mm, qui était quand même important à ce moment-là mm, dans notre fédération. La formation, parce qu'on avait tous les jours, enfin régulièrement, mm, toutes les semaines et presque tous les jours, enfin en semaine je veux dire, mm, des temps de formation avec Brad Thorpe en équipe sur l'évangélisation, etc. Et puis avant la campagne même, puisque Brad Thorpe a présenté une série de conférences, mais avant on a organisé des plans de 5 jours, des séminaires de gestion mm, du stress et mm, toute une série de choses, des visites, etc. Donc tout ça, c'est marquant quand même. mm, mm. Mais bon, je ne m'attarde pas. Il y a un deuxième événement qui t'a Oui, particulièrement marqué. j'aurais pu mentionner d'autres choses, franchement. Mais bon, j'ai envie quand même de mentionner Limoges. Mhm. Parce que à l'instant, je disais, sous forme de boutade, on m'a limogé à Limoges. Et franchement, c'est à Limoges Ouais. que j'ai pour la première fois, pourtant ça faisait déjà pas mal de temps que j'étais pasteur, où je me suis vraiment senti pasteur, Mhm. où le ministère pastoral, le rôle de pasteur, l'accompagnement des membres, les problèmes à gérer, Mhm. multiples et variés et pas des plus simples. C'est là, et puis c'est une petite église Mhm. toujours. Mhm. Voilà, c'était marquant en tant qu'expérience pastorale. Est-ce que c'est lié, cet épisode à Limoges, est-ce que c'est lié à peut-être ta maturité dans le pastorat ou avant tu étais beaucoup Assurément. plus jeune? Oui, Ouais. pourtant ça faisait déjà quelques Oui, temps, ouais, hein, ouais, parce ouais, que ouais. donc j'étais à Limoges en 2002, donc ça faisait déjà 11 ans quand même. Ouais, ouais. Mais bon, voilà. Mais c'était quand même quelque chose qui arrivait à maturité. Voilà, c'est ça, j'allais dire une certaine maturité dans ton ministère. Voilà. Tu t'attendais Et pas. puis juste par rapport à Limoges, il y avait là des relations inter-églises Mhm. très Mhm. intéressantes aussi. Voilà. Alors, tu ne t'y attendais pas. Tu avais été nommé une première fois à la fédération, tu l'as dit, au département des communications. Tu es rappelé de nouveau à la fédération, cette fois-ci pour les communications, mais surtout prioritairement le secrétariat. Il y avait les secrétariats et les communications qui étaient un seul ministère à l'époque, où tu vas exercer ce ministère pendant 8 ans. Un premier mandat, tu l'as dit, et puis un deuxième mandat. Et bien sûr, on arrive à ce moment particulier de ton ministère pastoral, euh, où au début de ton deuxième mandat, tu déménages sur Montpellier et vous êtes seul, je crois, seul avec ton épouse. Il n'y a pas d'enfants, hein. Les enfants ont déjà quitté le foyer. Oui, ils ont déjà quitté le Voilà. foyer, oui. Tu as 2 enfants, si je ne me trompe pas. On a eu 3 enfants. Vous avez eu 3 enfants.
Euh, la- Priscilla, l'aîné, Johan, le deuxième, et je ne connaissais pas Ivan, c'est pour ça. Autant pour Johan, moi. Non, excusez-moi, Priscilla, la première, Oui, 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 je me oui. suis trompé, non, 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 c'est bien. Priscilla Priscilla, l'aîné, Johan et et Gaël Gaël. en dernier, oui. Quand vous arrivez sur Montpellier, vous êtes tous les deux. Chaque enfant est en train de commencer à voler de ses propres ailes, et particulièrement Gaël. Oui. Tu viens de le dire, tu viens de l'évoquer, Gaël qui est décédé dans des conditions très particulières, on va y revenir. Gaël, lui, commence à voler de ses propres ailes aussi, mais dans un domaine assez particulier pour un enfant de pasteur. Alors justement, avant d'arriver sur Montpellier, plutôt Nîmes et Montpellier au niveau du secrétariat, on était à Limoges. Et c'est donc à Limoges que notre fils cadet, Gaël, alors nos trois enfants, Priscilla, Johan, Gaël, tous les trois ont fait de la musique. Hein. Priscilla du piano un petit peu, ou beaucoup même. Johan beaucoup plus du violoncelle, il a fait tout le parcours, 10-12 ans de violoncelle, il avait un très très bon niveau de violoncelle. Et le dernier, Gaël, de la guitare en conservatoire, pas juste pour gratuiter comme ça, si je puis dire. Un bon niveau de guitare. Et donc Gaël, quand il était adolescent, à Limoges, à un moment donné, il s'est mis aussi à composer une ou deux chansons. Bref, je ne rentre pas dans les détails parce que sinon on va y rester une heure. Et à un moment donné, donc, il a participé à un petit concours que la ville, la municipalité de Limoges organisait. Et mon fils Gaël, donc, a eu le premier prix. Enfin, il a été nommé, comment ils ont appelé ça, le meilleur espoir, artiste espoir de l'année à Limoges, un truc comme ça. Et d'ailleurs, le prix qu'il a reçu, c'est d'enregistrer un studio quelques-unes des chansons qu'il avait composées. Et à partir de ce moment-là, à partir de cet événement à Limoges, l'année suivante, ou très rapidement, il a participé à une émission télévision. La Nouvelle Star. La Nouvelle Star. Voilà. Et donc, il a fait la Nouvelle Star. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais il est allé... tu sais, ce genre d'émission, il y a des milliers de jeunes qui s'inscrivent dans toutes les villes. Il y a des sélections. Et lui, il faisait partie... Il a été retenu. Il a fait partie des 20 derniers. Hein? Alors malheureusement, il n'est pas allé en prime, puisque c'est les 16 derniers qui allaient en direct, mais il est juste avant. Ouais. Bon, bref. Et donc, déjà, à ce moment-là, il s'était fait un petit peu repérer, et notamment un des jurys de la Nouvelle Star, Marco Prince, l'avait repéré, l'avait bien aimé. Et tout de suite après, il avait enregistré une ou deux choses avec Marco Prince. Bref. Alors, on fait une petite pause. Toi, à ce moment-là, tu es pasteur à Limoges. D'ailleurs, tu vas être interviewé plus tard, Oui. En mode, tiens, un enfant, un jeune qui vient et ses parents sont pasteurs, les caméras vont venir dans l'église aussi. Oui, la Nouvelle Star, ils sont venus dans l'église. Voilà, pour essayer de comprendre un petit peu. Absolument. Il y avait un peu le cliché. J'avais vu le reportage à l'époque de, voilà, il était dans la chorale gospel, etc. Oui. Toi, en tant que pasteur, en tant que papa, de quel œil tu as vu cela alors, je vais le dire peut-être avec des guillemets, le monde du show business. J'imagine qu'il y avait une part de fierté pour ton fils et d'enthousiasme, et en même temps peut-être une part de crainte et de peur. Absolument. Alors, tu as tout dit. Mais tu m'en dises plus. Oui, absolument. Mais enfin, bon, je pense qu'on peut toujours dire, on a besoin de chanteurs, on a besoin d'artistes. Ouais. Même en tant que chrétien, on n'est pas contre. Au contraire, voilà, l'expression de notre joie, de notre vie ou de notre foi, forcément, par la musique et bien d'autres choses. Donc, pour être simple, je lui ai dit, écoute, fiston, je l'appelais fiston, fistouné. On a besoin d'artistes, on a besoin de chanteurs, donc il n'y a pas de problème. Moi, cela dit, tu sais, il y a beaucoup de prétendants. Et un milieu professionnel et particulier. Un milieu particulier, ça va pas être facile du tout. Alors, écoute, on verra bien. Essaye, on verra bien. Bon, il était jeune. Voilà. Gaël avait quel âge à ce moment-là, quand il a fait son premier télécrochet, comme on dit? Oui, quel âge il avait? Je ne me souviens plus exactement. C'était un jeune adulte, hein? Oui, il devait avoir juste 17-18 ans, comme ça, 19 ans par là autour. Il faudra que je vérifie. Mais bon, bref.
bon, cette première expérience Nouvelle Star, donc c'est terminé juste avant les directs, mais c'était quand même, il s'était fait connaître d'ailleurs à Limoges, étant donné qu'à ce moment-là il habitait Limoges, l'interviewait, etc. Bon, bref. Quelques années après, alors entre-temps, donc c'est là qu'on a déménagé à Montpellier, à Nîmes. Et c'est à ce moment-là, un an après, qu'il a dit, papa, je veux partir à Paris. Retenter sa chance. Voilà. Ben voilà, il avait 19 ans, un truc comme ça. Bon, c'est toujours préoccupant pour des parents de voir son enfant partir, surtout qu'à ce moment-là, il n'avait pas de métier. Il voulait tenter sa chance dans la musique. Ok, mais entre-temps, tu vis comment? Tu manges comment? Bon, alors, on l'aidait un petit peu, mais qu'un petit peu. Alors, bon, il se débrouillait, quelques petits boulots, il habitait avec des copains, voilà, vraiment, mais c'était vraiment pas facile. Vraiment, vraiment, vraiment. Oui. Il retente à ce moment-là, une deuxième fois la Nouvelle Star, si je ne me trompe pas, ou c'est directement Riding Zone Riding Star, je ne me rappelle plus les noms d'émissions. Ouais, peut-être. Bon, bref, on abrège. Je ne me rappelle plus. Peut-être qu'il a retenté une nouvelle fois Nouvelle Star, mais bon, finalement, un petit peu l'année suivante ou 2 ans après, en fait, c'est la production qui l'a rappelé, qui a dit Gaël, reviens, retente ta chance. On veut te revoir. Et donc, il se présente et il participe à une autre émission de M6 qui s'appelait donc Rising Star. Voilà, Rising Star. Et donc là, on est en 2014. Nous, on habite à Nîmes et j'étais secrétaire à la fédération. Et là, donc il était à Paris, il vivait à Paris, avec les difficultés d'un jeune qui a très, très, très peu de moyens. Et puis effectivement, un samedi matin, c'était un samedi matin. Alors je ne sais pas pourquoi je n'étais pas à l'église ce jour-là. Peut-être que c'était exceptionnel. Alors là, très exceptionnel. Peut-être que ce jour-là, j'étais pas de service, mais c'était rare, je peux te le dire, parce que je me souviens, donc notre fille... alors, avant de dire ça, donc Gaël avait fait juste l'avant-veille, jeudi soir, le direct, en direct. Oui, c'était en direct à la télévision, The Rising Star. Et il se trouve que ce soir-là, c'est lui, mon fils, qui a eu le meilleur score. Le meilleur score, donc c'était un triomphe. Et il a fait une prestation qui a été remarquée par le jury. Oui. On a vu aussi le contraste entre le Gaël de la Nouvelle Star et puis de Rising Star, où il y a eu une évolution aussi entre les deux. Il a été coaché, il a été accompagné. Absolument. Donc oui, c'est évident, j'imagine qu'en tant que papa, il y a de la fierté, mais encore plus d'inquiétude qui monte aussi. Et oui, surtout sachant que Gaël était quelqu'un de très sensible, très humain, et sensible. Il lui est arrivé de me dire, papa, tu sais, la vie à Paris, c'est dingue, qu'il disait, c'est dingue. Et les dernières fois qu'on l'avait vu, quand il revenait à la maison, on sentait vraiment qu'il commençait vraiment à entrer dans la vie d'adulte et à prendre conscience du poids, de la responsabilité, de la vie, qu'est-ce que je vais faire, etc. Voilà. Il se posait beaucoup de questions philosophiques, spirituelles, etc. Bon. Donc, il fait cette émission en direct le jeudi soir. Un succès. Donc, nous, on n'était pas à Paris à ce moment-là, mais il vivait, pas il vivait, mais il y a Priscilla, sa sœur, notre fille aînée, habitait à Paris aussi. Et donc, on lui avait dit, écoute, quand on a vu que c'était un succès, on dit, bon, la prochaine fois, on vient pour être avec toi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, là, il faut vraiment comprendre, c'est que Gaël était quelqu'un de très sensible, humain,
Et tout ce stress, parce que tu sais, participer à des émissions comme ça, c'est un stress colossal. C'est une Vraiment, préparation qu'on énorme en n'imagine amont. pas, quoi. Ouais. On leur dit, il faut chanter ça, il faut répéter, tu dois apprendre par cœur et tout ça, tout le stress, etc. C'était un stress dingue, pour employer le mot que lui employait. Et ce qui fait que, donc ça c'est jeudi soir, succès. Le lendemain, vendredi soir, il dort chez sa sœur, donc chez Priscilla. Et bon, après, on l'a su que donc en soirée, à 11h, 11h30, minuit, il parlait encore avec Priscilla, sa sœur, parce qu'il n'était pas bien. Il était vraiment pas bien, il était stressé, il perdait la tête. Et je me souviens, le vendredi, je l'ai eu au téléphone et je lui ai dit, mon fiston, voilà, maintenant, écoute, tiens bon, fais de ton mieux. Je ne sais plus ce que je lui ai dit, mais accroche-toi. Enfin, je lui ai dit des choses qu'on peut dire à ce L'événement moment-là. était passé, mais le stress n'était pas retombé. Non, Il parce était que toujours dans cet état de tension énorme, ouais, à cause lié à ce qui s'était cause passé de l'enjeu. et toute l'émotion que ça avait généré, le Voilà. public Et le fait, les je me commentaires. souviens, je lui ai dit, écoute, je lui ai dit quelque chose du genre, je ne me rappelle plus exactement des mots, mais je lui ai dit, accroche-toi, fais de ton mieux, etc., ça va le faire. Et juste le fait de lui dire, accroche-toi, il dit, non, papa, ne me dis pas ça. L'air de dire que je lui mettais encore un peu plus de pression. Ouais. Et là, j'ai arrêté. Bref, le samedi, le vendredi soir, il est avec Priscilla. Après coup, Priscilla nous a dit qu'il était vraiment pas bien, qu'elle a essayé de le calmer, etc., etc. Bon, bref. Et puis patatrac, le samedi matin, Priscilla qui nous appelle. Alors bon, ils sont allés se coucher à minuit, 1h du matin, quelque chose comme ça. Et le lendemain matin, Priscilla qui nous appelle au téléphone, je sais pas, 9-10 heures du matin, et qui nous apprend la triste nouvelle que Gaël est tombée, s'est jetée, est tombée. Donc elle habitait au 4e étage, même plus 5e étage, je crois. Alors là, tu sais, c'est un truc, quand ça te tombe dessus, tu ne sais plus où tu es. C'est une vague d'émotions qui te submerge, qu'est-ce qui se passe, quoi? Ton fils qui tombe ou qui s'est jeté du 4e, 5e étage. Je dis 5e parce que je crois qu'il y a un peu plus que 4e. Et il n'est pas mort à ce moment-là, parce qu'il n'est pas mort sur le coup. Mais alors, voilà, c'était terrible. Et alors, et donc nous, on prend tout de suite, avec mon épouse, un billet. On est parti dans la foulée avec le TGV à Paris. On arrive à Paris en fin d'après-midi. Et donc on va à la salle comment dire, l'hôpital, la salle pétrière. Là, Pitié, la salle pétrière. La Pitié, salle pétrière. Et donc là, en arrivant, on nous apprend qu'il est décédé. Il est décédé. Bien sûr, Johan nous rejoint. Johan, son frère, notre fils, à ce moment-là, il habitait en Norvège et il est venu tout de suite. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? On ne va pas entrer dans les détails, c'est pas le propos, mais quand même, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, pour la petite histoire, on l'a appris quand je l'ai eu au téléphone, et puis on l'a appris après aussi. Ça faisait quelques jours qu'il était tombé amoureux d'une fille. Tu sais, quand on tombe amoureux de quelqu'un, la vie nous semble tout d'un coup belle. Il avait eu ce succès à la télévision jeudi soir. Là aussi, c'est stressant, ô combien, mais en même temps, voilà, maintenant, il faut continuer comme ça. Donc, c'est impossible qu'il se soit dit j'en peux plus, je me suicide. Tomber amoureux, réussir à une émission, tout d'un coup, la vie nous semble belle, non? Même si c'est stressant. Et
Et c'est le stress qui l'a tué. Parce que les médecins nous ont dit votre fils est décédé d'une bouffée délirante. D'une bouffée délirante, voilà. J'en ça perds le mes terme. mots. Ouais, non, mais c'est... D'une bouffée délirante. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? Ils en ont même parlé à la radio, puisque comme mon fils était passé à la télévision et que 2 jours après, enfin 24 heures après, à il ce est moment-là, décédé, il bien sûr. faisait un petit peu partie des gens. Et il décède, donc forcément, dans une émission célèbre, Radio Monte Carlo, je ne sais plus quoi, ou je ne sais plus quelle radio, il y a un médecin qui a expliqué ce que c'était une bouffée délirante. Donc il expliquait, oui, on a appris le décès de Gaël. Docteur, qu'est-ce que c'est qu'une bouffée délirante? Eh bien, c'est tout d'un coup, on délire, comme une espèce de bouffée, et on perd la tête. Alors, il y a peut-être des antécédents. C'est vrai qu'il avait eu 1 ou 2 épisodes un petit peu où il n'était pas bien et qu'il avait un petit peu pris quelques médicaments pour se calmer. Bon, bref. Mais le docteur expliquait, ça peut arriver à n'importe qui, surtout des garçons d'ailleurs, dans cette tranche d'âge-là, jusqu'à 30 ans, où on vit un moment d'un tel stress, d'une telle émotion que... On n'arrive plus à perd gérer. la tête, on n'arrive plus à gérer. Ouais. On n'arrive plus à gérer. Et c'est une tempête qui survient dans un... Alors qu'autour, tout semble aller bien. Et quand on délire de la sorte, eh bien, on fait n'importe quoi. On ne sait plus ce qu'on fait, on délire et on fait n'importe quoi. Et c'est ça qui a fait qu'il s'est jeté de la fenêtre. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette... Qu'est-ce qu'il s'est dit ou qu'est-ce qu'il a imaginé pour qu'il fasse ce geste? On ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, c'était... Et donc, à partir de ce moment-là, écoute, comme je te le disais tout à l'heure, c'était très difficile. On l'imagine, il y a le moment de la colère, le moment de l'incompréhension, comme toutes les phases de deuil. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, ce que tu viens de dire, de bouffée délirante, tu vas le comprendre bien après coup, petit à petit, à force de discussion, parce que sur le coup, quand tu prends le train, quand vous prenez le train avec Cathy, on imagine que vous n'êtes pas encore là-dedans, de pouvoir tout comprendre et d'avoir le recul là-dessus. Absolument pas. D'ailleurs, je précise que mon épouse, elle n'est pas avec moi. Ouais. J'aurais aimé qu'elle soit avec moi, et puis on avait plus ou moins imaginé qu'elle soit avec moi aujourd'hui, mais finalement, elle a préféré ne pas être ici parce que... Bon, moi, j'ai été pasteur à 42 ans, toi aussi, tu es pasteur, on a l'habitude de parler en public, on sait gérer un peu quand même cela. Mon épouse est très sensible et c'est donc finalement, je n'ai pas envie, je ne vais pas supporter de me remémorer tout cela, d'évoquer, d'en parler, etc. D'ailleurs, je dois dire, elle comme moi, encore aujourd'hui, ça fait 11 ans, ça fera bientôt 11 ans que Gaël est décédé, dans les circonstances qu'on vient d'évoquer. J'évite, mon épouse aussi, bien sûr, on pense presque tous les jours, régulièrement, on pense à notre fils qui est décédé, c'est inévitable. Mais j'évite d'écouter des chansons qu'il a chantées ou de regarder des photos, ça arrive, mais j'évite de le faire exprès parce que si je me mets à regarder des photos ou à écouter quelque chose qu'il a chanté ou machin, il y a les émotions, c'est dur. Voilà. Donc mon épouse, finalement, n'est pas avec nous aujourd'hui, mais... On la salue. Voilà. Très chaleureusement. Donc on disait... on imagine en tout cas par ce parcours tout d'un coup d'incompréhension, les choses vont s'enchaîner. C'est vrai que ça va être quelque chose, à l'époque, je me rappelle, qui a été très médiatisé, tu l'as très bien dit. Il remporte en tout cas, il était dans cette première phase de qualification et il avait été plébiscité par le public et par le jury. Quelques heures après, il y a ce geste tragique qu'on a du mal à comprendre. Et puis, il y a un emballement médiatique qui est la réalité, avec toute une production qui est là pour le moment des obsèques. Et, moi, j'ai été très interpellé parce que quelques temps plus tard, alors vous allez recevoir aussi énormément de témoignages, d'affection, de soutien, de manière de gens très anonymes aussi, que vous ne connaissiez pas, que Gaël ne connaissait pas non plus. D'ailleurs, tu nous as amené ici... Oui, dans un instant, je vous lirai un petit extrait d'une lettre qu'on a reçue. Un courrier que tu as reçu. Moi, j'ai été interpellé à l'époque, on se côtoyait, mais en pastoral, donc c'était quand même assez ponctuel.
de cette capacité que tu as eue, mais même que vous avez eue. Alors, tu l'as très bien dit, la douleur, elle reste toujours là. Et je pense qu'on n'est pas dans l'ordre des choses que de perdre un enfant. Je m'imagine en tant que papa de cette douleur que ça peut provoquer. Pourtant, tu as rebondi de manière assez extraordinaire. Comment c'est possible en fait? Alors, avant de rebondir, on est à terre. Ouais, ouais. Et je dois dire que pour notre fille, pour ma fille Priscilla, qui a vécu ça de très Bien sûr. près, puisqu'elle était avec elle le soir, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui a essayé de le calmer et et les pompiers l'ont appelé le matin. Donc pour elle, c'était très difficile. Et pendant longtemps, et peut-être même encore aujourd'hui, il y a des séquelles. Hein. Elle a vraiment beaucoup souffert de cela. Bon. Mon épouse aussi a beaucoup souffert, assurément beaucoup plus que moi, et encore aujourd'hui. Et alors, moi et mon épouse, en gros, pour faire simple, pendant 2-3 mois, donc ça s'est passé au mois d'octobre, jusqu'à la fin de l'année, au moins, on était vraiment très mal. Mais à un point que tu ne peux pas imaginer. C'est-à-dire que pendant 2 mois, je ne pensais qu'à ça. Tu te rends compte? Parce que je pense que ça t'est arrivé parfois quand il y a un pépin qui nous tombe dessus, un truc qui nous... Hein, ça nous tracasse la tête, ça nous remplit la tête. Mais bon, après ça dure 1 jour, 2 jours, pour quelques jours, et puis on trouve une solution, hein, puis ça passe. Mais là, un truc comme ça te tombe dessus, le décès de ton fils qui a 25 ans, il avait 25 ans, et là, tu ne penses qu'à ça, c'est dans ton esprit, jour et nuit, tu ne penses qu'à ça pendant 2 mois. C'est quelque chose, crois-moi. Et puis l'émotion, et on pleurait avec mon épouse, on pleurait, mais malgré nous, je veux dire, on essayait de se retenir, mais c'est impossible. Bon. Et au point où moi, vers Noël, comme ça, donc ça faisait octobre, novembre, décembre, 2-3 mois, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et j'ai dit à mon épouse, écoute chérie, moi, je parlais pour moi, mais moi je lui disais, je pense qu'elle ressentait à peu près la même chose, sinon pire, je ne vais pas pouvoir continuer comme ça, à avoir cette pression émotionnelle en moi. Et donc à ce moment-là, j'ai pensé à un texte, parmi d'autres. Tu sais, dans Jean 11, chapitre 11, on connaît tous cet épisode, ce récit de Lazare, de la résurrection de Lazare. Alors, je l'évoque de mémoire, comme ça, on ne va pas le lire, mais vous connaissez le récit, vous pouvez regarder Jean chapitre 11, vers la fin. Donc, à un moment donné, Jésus, finalement, arrive chez Marthe et Marie. Et puis Jésus qui dit à Marthe, bon, ton frère va ressusciter. Et Marthe qui lui dit, je sais cela. Je sais. Je sais qu'il ressuscitera. Et le texte biblique parle au futur, elle parle au futur. Et tout d'un coup, Jésus ramène ça au présent. Et Jésus dit, je suis la résurrection. Et là, c'est un présent. Et c'est plus un futur, parce que Marthe avait dit, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. En quoi ce texte t'a parlé, toi? Et oui, et Jésus ramène ça au présent. Ouais. Et il dit, oui, mais je suis la résurrection. Est-ce que tu crois cela? Marthe avait dit, je sais. Et là, Jésus lui demande, est-ce que tu y crois? Et est-ce que tu y crois que c'est au présent, je suis? C'est le contraste entre ce qu'il y a dans le cerveau et dans le cœur, j'imagine. Et là, tout d'un coup, je sais pas, ça m'a parlé, Ouais. parce que je me suis dit, Jésus essaye de faire comprendre que la vie, la résurrection, c'est pas simplement une espérance, une très belle espérance. Et on espère effectivement, et j'espère revoir mon fils lors de la résurrection. Mais Jésus ramène ça au présent. Est-ce que je suis la résurrection? Est-ce que tu y crois? Pas simplement un savoir, mais est-ce que c'est quelque chose que tu vis
aujourd'hui, et même si tu es dans la tristesse, dans le deuil, ton frère Lazare est décédé, est-ce qu'aujourd'hui, tu crois, tu vis le fait que la vie continue malgré tout et qu'elle n'est pas prête de s'arrêter, qu'elle peut rebondir? Est-ce que tu y crois? Est-ce que et moi, ça m'a parlé parce que je me suis dit, Dieu veut, malgré nos souffrances, malgré nos deuils et bien d'autres choses qu'on peut vivre de difficiles, veut qu'on s'accroche à la vie, qu'on soit persuadé que même si la vie nous semble foutue, comme on dit, finie, même si on souffre, eh bien, Dieu est avec nous. Je suis la résurrection. Est-ce que tu y crois? Est-ce que aujourd'hui, je suis prêt à rebondir et à croire en la vie, non plus pour Gaël qui est décédé, mais pour nous. Dieu veut que nous, on est vivants. Et j'ai dit à mon épouse, écoute, moi, je ne peux pas continuer comme ça, à vivre, à ressentir ce qu'on ressent, et tous ces pleurs et toutes ces machins, il faut qu'on rebondisse. De toute façon, on ne peut plus rien y changer, n'est-ce pas? Il est décédé, donc ce n'est pas en nous enfermant dans notre tristesse que ça va résoudre, ça va pas le faire revenir, et ça va pas nous arranger. Donc à ce moment-là, j'ai comme rebondi. J'ai dit, bon, allez, maintenant on va... Ce texte a été une bouée de sauvetage. Oui, et puis d'autres. Ouais. Et d'ailleurs, un autre que je vais peut-être... Oui, sais qu'à la fin... Je pense que non, mais vas-y, je pense que c'est important que tu puisses nous lire cet extrait de courrier que tu as reçu de quelqu'un de manière anonyme aussi. Ouais. Parce que je pense que c'est intéressant dans ce courrier, et ce que tu me partageais hors antenne, oui, c'est les témoignages d'affection. Ouais. Et il y a eu, on va peut-être aussi le préciser, parce que je l'ai évoqué tout à l'heure très rapidement, entre la Nouvelle Star, où Gaël est apparu pour la première fois à l'écran, et puis dans The Rising Star, où tout d'un coup, presque on avait du mal à le reconnaître. On voyait un jeune qui avait beaucoup évolué, qui avait baroudé, qui avait des piercings, des tatouages. Ouais. Et peut-être il y a eu à un moment donné aussi de la part de gens des paroles qui n'étaient pas très bienveillantes, en tout cas qui n'étaient pas dans la culture d'église. En tout cas, par rapport à l'église, c'est vrai que Gaël, sa dernière année, depuis 1 an au moins, c'était quelqu'un... cette chanson-là, Les copains d'abord, là, qui c'est qui avait écrit cette chanson déjà? C'était Jacques Brel? Non, peut-être pas, non, c'était pas lui. La référence est trop vieille pour moi, là, je peux pas t'aider. Lui, c'était Les copains d'abord. Alors, il était très influençable, très influencé, il aimait bien la compagnie de ses amis, et donc forcément, ses copains avaient déteint sur lui la dernière année, et donc voilà, il s'était mis des piercings, des tatouages et tout ça. Et là, à un moment donné, j'ai dit à mon fiston, écoute Gaël, les tatouages et les piercings, c'est pas notre truc. Bon. Et c'est vrai que dans notre église aussi, c'est pas dans notre culture, on va dire. Hein. C'est pas l'apparence qui compte, mais plutôt... Et ça, c'est une phrase importante pour toi. Tu vas le dire dans ce témoignage aussi que tu partageras 6 mois seulement après le décès de Gaël, lors d'une conférence à Paris. Faut aller au-delà de l'apparence. Oui, parce qu'il y en a qui, pas beaucoup, mais peut-être l'un ou l'autre, disent quand même, Gaël, cette culture business et ce milieu-là, qu'est-ce qu'il va devenir, qu'est-ce qu'il devient, est-ce qu'il n'est pas un petit peu en train il est perdu. Voilà, on le dit pour ceux qui parlent. Voilà, et c'est là où c'est important de se rappeler, comme nous apprend la parole de Dieu, que Dieu regarde au cœur. Nous, on regarde à l'apparence et Dieu regarde au cœur. On connaît bien ce texte, il y a un texte de l'Ancien Testament. Et c'est ce message que tu reçois. Oui, et justement, à ce propos, alors, à la suite du décès de Gaël, on a reçu beaucoup de courriers de soutien, beaucoup. Mais j'ai envie de vous lire. Alors, j'ai ici l'original, mais bon, comme c'est un petit peu plus difficile à lire, je l'ai reproduit ici. Il y a donc dans un courrier qu'on a reçu, quelqu'un qui nous écrit et qui nous a dit, alors je lis, « Je m'appelle Adriane. J'ai eu la chance de croiser la route de Gaël, l'homme avant l'artiste. Toujours souriant. J'ai eu aussi l'occasion de connaître l'artiste. Et c'est au travers de cette lettre que je veux vous témoigner tout mon respect et toute ma gratitude. Car le monde, l'univers de Gaël m'a sorti de l'enfer.
à un moment où j'avais perdu foi en la vie, ces compositions, ces musiques m'ont apporté un bout de ciel bleu, comme il pouvait si bien le chanter. Effectivement, Gaël avait composé une chanson parmi d'autres qui s'intitulait « Un bout de ciel bleu ». Et cette lettre continue, cette personne continue en disant cette lettre peut vous paraître osée de la part d'un inconnu à vos yeux, mais Gaël m'a sauvé. C'est fort, ça. Et je tenais à ce que vous le sachiez. Il m'a également transmis sa passion pour la musique. Sachez que jamais je ne l'oublierai. Et donc, effectivement, il faut arrêter de juger nos enfants, nos jeunes, simplement sur l'apparence du moment, mais bien plutôt sur l'impact de leur vie. Et finalement, ce n'est qu'au bout du compte que l'on peut en juger. Et c'est à Dieu de le faire. Et ça, c'est important aussi à dire, quoi, et à témoigner. Merci beaucoup, Emmanuel, d'avoir accepté de venir nous parler de cette période. On l'a vu encore, même si c'est il y a 11 ans. La douleur, elle est là quand même et elle restera. Mais en même temps, voilà, tu nous as démontré aussi comment la foi, quand elle est expérimentée, vécue au plus profond de notre cœur, elle peut être transformatrice pour toi, comme elle l'a été pour Gaël dans son témoignage de vie. C'est quelques lignes qui montrent quelque part que lui aussi, à sa manière, il a été un évangéliste. Certes, peut-être pas dans nos codes habituels, mais en tout cas, il a impacté au moins une vie, peut-être davantage. Tu nous as préparé, comme c'est l'habitude dans cette émission, un texte. Oui, alors ce ne sera pas Jean 11, mais le psaume 46, juste le verset 2, où il est dit que Dieu est pour nous toujours un refuge dans la détresse. Je ne sais pas si on va le lire in extenso, mais je ne sais pas si c'est ici là, le psaume donc 46. Alors, bon, comme d'habitude, il vaut mieux toujours avoir une Bible. Mais dans le psaume 46, verset 2, il est dit l'Éternel est pour nous un refuge dans la détresse. Et j'aime bien cela. Bon, c'est une traduction, mais c'est dit dans la détresse, pas de la détresse. Parfois, certains peuvent s'imaginer que quand on a à la foi rien, quand Dieu est avec nous, quand on prie, rien ne nous arrive, c'est une assurance tout risque. Non, la foi n'est pas du tout une assurance tout risque. Dieu, il est là pour nous accompagner, pour nous guider. Dieu nous guide si on se laisse guider par lui. Dieu nous soutient si on s'accroche à lui, si on compte sur lui, mais il ne s'impose jamais à nous. Et donc ce texte, Dieu est pour nous un secours toujours prêt dans la détresse, dans cette vie ici-bas. On est fragile, et donc le décès de Gaël il y a 11 ans m'a rappelé combien nous sommes fragiles, n'est-ce pas? On sait qu'on est fragile, qu'on va mourir forcément à un moment ou à un autre, mais quand ça arrive à 25 ans, parce que c'est normal que nos parents décèdent, n'est-ce pas? On sait qu'on n'est pas immortel, mais perdre un fils c'est pas dans l'ordre des choses. À 25 ans, c'est pas dans l'ordre des choses. Et là, tout d'un coup, on se dit, on est vraiment fragile. La vie, elle ne tient qu'à pas grand-chose. Merci d'avoir accepté de réaborder ce sujet, et on espère que ça sera aussi un espoir pour ceux qui écouteront cette émission et qui ont traversé aussi le deuil. Merci à toi. Avec et puis plaisir. Je te propose d'aller écrire encore une fois sur un mur, peut-être une trace de ce bout de vie. Merci.